Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. La ministre de la Culture et de la Jeunesse continue sa tournée à Addis Abeba. Au Nouvel Mondial, des milliers de Gazaouis fuient encore Khan Younis. Les détails dans ce journal de ce soir. Merci encore, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez dans cette édition de 22 heures, le journal au complet à présent. Ce soir, c'est dans la capitale que des fortes pluies qui annoncent le changement de saison s'est abattu cet après-midi vers 18 heures, accompagné des pluies torrentielles et de grandements de tonnerre. Le ciel zébré d'éclairs a été secoué par des coups de tonnerre puissants, ajoutant à l'intensité de cet événement. Les images montrent des rues inondées et des cours d'eau débordant dans certains quartiers. Les averses tombant en grande quantité ont inondé plusieurs rues, ralentissant la circulation et forçant les habitants à redoubler de prudence. Les services de météorologie recommandent tous de même de limiter les déplacements tant que les eaux n'ont pas complètement reflué. La pluviométrie indique 16 mm de pluie. Les autorités surveillent la situation de près, bien que la situation reste sous contrôle. Depuis hier, des précipitations importantes ont été enregistrées dans plusieurs régions du pays, à Arta, Tadjoura et Addis Abeba, mais les pluies annoncées par l'Agence nationale de la météorologie a fait ses apparitions touchant de nombreux secteurs et localités. Tadjoura-Ville a reçu 12 mm de pluie. À la région Assejouk, des pluies sont tombées à Holhol, à Daasbio, Randa et Sagalou. C'est dans la région de Dikil que les pluies ont été les plus marquées, avec Aïsaïla qui a enregistré 30 mm, Yoboki 24, Bandara 46 et Gourambous 40 mm enregistrés. Actualité mentionnée dans les titres, la tournée de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Assowe, se poursuit dans la région Assajouk. Tournée organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. C'est ainsi que ce matin, les jeunes issus de la capitale et des régions de l'intérieur ont accompagné la ministre dans le village de Dasbio. Une journée haute en couleurs et une ambiance de grand jour au rendez-vous durant ce périple. Village médiéval d'Asbio a traversé les âges et reste aujourd'hui une des cités médiévales encore en vie, alors que toutes ses pères de ces temps révolus ne sont que des mines et des ruines et font l'objet de recherches archéologiques. Arrivé à Dasbio, la ministre Dr Mohibo Moumen Assowe, accompagnée de quelques 1500 jeunes, a été accueillie sur place par la préfète adjointe de la région d'Addis Abeba, Saïda Wabri, les parlementaires et les sages, mais aussi les habitants de Dasbio. D'emblée, les jeunes ont eu droit à des promenades à dos dromadaires, un moment unique en son genre pour ces jeunes avides de découvertes. Par la suite, la ministre et sa délégation ont visité la célèbre grotte de Dasbio et ses peintures rupestres datant des temps anciens. Durant cette journée, des visites du site médiéval et des anciennes ruines ont eu lieu, des moments fortement appréciés par les jeunes en découvrant les histoires derrière chacun de ces sites et monuments. Les forces de l'ordre et de sécurité, à savoir les éléments des forces armées djiboutiennes, la gendarmerie et la police nationale, ont assuré quotidiennement la sécurité de cet événement national. Rappelant que cette célébration de la Journée internationale de la jeunesse sera observée à Addis Abeba jusqu'au lundi 12 août prochain. On écoute une réaction d'un jeune participant à cet événement grandiose. Voilà. On était ici accueillis par des responsables et nous on est ici venus avec des responsables. Notre responsable c'est Saïd Bois. Plus que 1500 jeunes sont rassemblés ici. Ensuite, on écoute l'interview de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumen Assowe. Voici sa réaction. Arrivé à Dasbio, une ville historique qui a beaucoup de vestiges et qui a tellement d'années d'histoire. C'est une ville qui a culturellement énormément d'importance. Donc vous voyez que les jeunes sont heureux de découvrir cette belle ville
on peut dire aussi village au départ, mais qui commence économiquement à se développer grâce au tourisme justement. Donc nous remercions toutes les autorités de cette localité, de Daasbio. On leur dit merci pour l'accueil chaleureux, merci pour la découverte de la grotte avec les dromadaires et les vélorails. Donc vous voyez comment ça se passe bien. Donc je tiens aussi à remercier toutes les autorités militaires, à commencer par le général des corps armés, général Zakaria, qui énormément a fait en sorte de mobiliser toutes les infrastructures pour que nos jeunes soient bien hébergés. Et au colonel Roblet, donc on leur dit merci, merci aux autorités de la préfecture et du conseil régional. Donc le séjour continue et de mieux en mieux, je pense qu'on va aller vers le 12 à mi-chemin, donc ça continue, ça se passe très bien. Les découvertes et les loisirs jusqu'au ce soir et de dimanche, ça va. Au deuxième jour du séjour de la délégation des jeunes conduite par le MJC, toujours dans la région d'Ali Abié, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la jeunesse, une soirée culturelle et musicale a été organisée au sein du camp d'hébergement de ces jeunes. Une soirée organisée sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe. Une soirée haute en couleur qui a vu la participation des autorités de la région, des parlementaires, des cadres du ministère et de nombreux jeunes issus des différentes régions. Au menu de la soirée, des chansons prônant l'unité, la paix et l'amour de sa patrie, des danses folkloriques et modernes. dhammaan waxaygtii aadoy idu saarayeen ama iyo xanuun iha jacayl aadoy igu damaqdayeen way deeqay walaal adiga dartaa u daadaalaya garyeel walaal Samedi 10 août a eu lieu le lancement du premier Forum national des jeunes sur la justice climatique, organisé par le mouvement de la jeunesse unie indivisible, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec le soutien de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique et la coordination des agences des Nations unies. Ce forum a rassemblé quelques centaines de jeunes provenant de tous les horizons dans la capitale ainsi que dans les régions pour discuter autour de multiples thèmes relatifs à la justice climatique. Ce premier forum des jeunes sur la justice climatique a eu le soutien indéfectible de plusieurs entités, à savoir le PACJAR, l'Alliance panafricaine pour la justice, le Social Change Factory, ainsi que le ministère. La lutte pour la justice climatique a été au centre des discussions et des débats animés. Ce forum avait comme objectif de créer un cadre de partage de connaissances et des bonnes pratiques autour de la justice climatique afin de mieux comprendre les défis qui y sont liés dans différents contextes et d'identifier les meilleures pratiques pour y faire face. Nous nous réjouissons de l'objectif commun, affronter l'un des défis les plus urgents de notre époque, le changement climatique, et garantir que nos actions d'aujourd'hui assurent un avenir juste et durable pour tous. Ce forum offre l'opportunité de mettre en avant l'importance de la justice climatique et de souligner le rôle essentiel des jeunes dans la quête d'un avenir plus équitable et durable. La justice climatique repose sur l'équité et sur les droits humains.
Reconnaissant que les communautés les plus vulnérables, bien que moins responsables des émissions, sont les plus durement touchées par le changement climatique. À Djibouti, les jeunes, les femmes et les populations rurales sont particulièrement affectés par des crises comme la sécheresse, la désertification, l'élévation du niveau de la mer et les vagues de chaleur, menaçant leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance. Les Nations Unies soutiennent ces efforts en facilitant l'accès des organisations de la société civile au financement, notamment via le programme Tadamon du PNUD, et en intégrant les jeunes dans les décisions climatiques. Voici l'intervention de M. Ahmed Moghra, président du mouvement de la jeunesse unie et indivisible. Réunis ici aujourd'hui animés par une même conviction pour discuter d'un enjeu qui nous concerne tous, les changements climatiques. Les changements climatiques n'est plus une menace lointaine, c'est une réalité qui impacte déjà notre quotidien, notamment par des précipitations imprévisibles, par des inondations, par des vagues de chaleur et des sécheresses successives. Elle est l'un des plus grands défis de notre époque. Elle affecte aussi chaque aspect de notre vie, de notre environnement, en passant par notre santé et notre bien-être. Ces phénomènes ne sont plus des menaces lointaines, mais en réalité qui impactent déjà notre quotidien. Donc le changement climatique est la plus grande menace. Il ne connaît pas de frontières, il ne fait aucune distinction entre les pays et entre les peuples. La justice climatique est au cœur de ces défis. Les pays les plus vulnérables, ceux qui ont le moins contribué au réchauffement climatique, sont les premiers à en subir les conséquences. C'est une injustice que nous devons corriger ensemble. En tant que jeunesse djiboutienne, nous sommes en première ligne de ce combat. Nous sommes les plus touchés par les conséquences des changements climatiques, mais nous sommes aussi les premiers à pouvoir agir et apporter des solutions. C'est pourquoi je vous encourage à saisir cette opportunité pour échanger, partager vos idées, vos expériences et vos connaissances et construire ensemble un avenir plus résilient. Voici ensuite le secrétaire général auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Voir que les jeunes s'impliquent dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi se mobilisent pour la justice climatique, qui est très important au niveau international et en Afrique en particulier. Donc je félicite le mouvement de la jeunesse unie et indivisible pour avoir organisé ce forum très important. En particulier son président, M. Ahmed Moghra. Votre présence à ce forum témoigne de votre engagement sans faille pour l'avenir de notre pays. Notre pays, Djibouti, est en première ligne des impacts du changement climatique. La hausse des températures, la sécheresse, les inondations et les précipitations imprévisibles menacent notre environnement, notre économie et notre mode de vie. Mais face à ce défi, nous avons une chance unique, celle de bâtir un avenir meilleur, plus durable et plus résilient. L'Afrique ne représente que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et pourtant, c'est l'Afrique qui a le moins contribué au changement climatique, qui subit de plein fouet les conséquences dramatiques du réchauffement global. Cette injustice est criante et nous appelle à agir avec détermination. La justice climatique, c'est reconnaître cette inégalité et exiger que les plus grands émetteurs assument leurs responsabilités. C'est aussi défendre la justice climatique, c'est aussi défendre les droits des populations les plus vulnérables, celles qui souffrent le plus des conséquences du changement climatique sans en être responsables. Et c'est précisément pour cette raison que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Votre génération porte en elle l'espoir d'un monde meilleur. Votre énergie, votre créativité et votre détermination sont les clés pour relever les défis du changement climatique. Le gouvernement djiboutien est pleinement conscient de l'urgence d'agir. Nous avons mis en place des politiques ambitieuses pour protéger notre environnement et promouvoir un développement durable. Mais nous savons que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de vous, les jeunes,
pour nous accompagner dans cette transition. De son côté, le ministère de l'Environnement est disponible et prêt à soutenir les jeunes et les associations qui luttent contre les effets du changement climatique. On écoute une réaction recueillie auprès d'un participant. D'avoir été associé à cette belle initiative qu'est le Forum national des jeunes en faveur de la justice climatique. Nous croyons que ce moment est un beau cadre de réflexion, de partage d'expériences et surtout de prise d'initiative de la jeunesse djiboutienne pour adresser les défis liés à la justice climatique. Ce matin, nous avons passé un agréable moment d'ouverture avec des allocutions. Et je voudrais ici remercier le mouvement de la jeunesse une et indivisible de Djibouti, ainsi que le gouvernement qui crée ce cadre-là. C'est une grosse opportunité pour la jeunesse djiboutienne, ainsi que pour les acteurs et les membres de l'écosystème liés à la protection de l'environnement. Grand format de ce journal, depuis plusieurs années, la République de Djibouti œuvre avec détermination pour faire sauter le plafond de verre empêchant les femmes d'exercer pleinement leurs responsabilités plutôt que de briser d'un coup. Le chef de l'État et son gouvernement va s'employer à le faire disparaître progressivement, respectant ainsi les traditions d'une société patriarcale. Voici un mac de la rédaction. Depuis plusieurs années, la République de Djibouti œuvre avec détermination pour faire sauter le plafond de verre empêchant les femmes d'exercer pleinement leurs responsabilités. Plutôt que de le briser d'un coup, le chef de l'État et son gouvernement va s'employer à le faire disparaître progressivement, respectant ainsi les traditions d'une société patriarcale, une révolution discrète et profonde qui accompagne l'ère du temps. La volonté politique du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, soutenu par le leadership associatif de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, a grandement accéléré l'intégration des femmes dans le développement national, notamment en référence aux recommandations de Beijing. Cette dynamique s'est traduite par la transformation des simples directions de la promotion de la femme en un ministère de la femme et de la famille indépendante qui se veut inclusif. Sous l'égide du président, le rôle des femmes djiboutiennes dans les sphères politiques, socio-économiques a connu une avancée spectaculaire. C'est le début d'un élan décisif pour l'émancipation des femmes djiboutiennes. En 2000, les orientations politiques du président Guelleh avec le soutien de la première dame commencent à donner des résultats probants dans la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes telles que les mutilations génitales et les mariages forcés. En 2002, le Code de la famille et la stratégie nationale d'intégration de la femme dans le développement voient le jour. L'année 2003 marque l'instauration d'un quota de 10% pour les femmes dans l'administration et l'Assemblée nationale. Cette mesure permet aux femmes de pénétrer les sphères politiques et diplomatiques. En 2008, le ministère devient pleinement compétent, intitulé Ministère de la promotion de la femme, du bien-être familial et des affaires sociales. Le quota féminin est alors relevé à 20%, ouvrant la voie aux femmes à la tête des partis politiques. Depuis le 10 janvier 2018, Djibouti a vécu un tournant décisif dans l'intégration des femmes au niveau décisionnel. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, un quota de 25% des femmes dans la représentation nationale a été instauré. L'Assemblée nationale, issue des élections de février 2018, compte désormais 16 femmes députées sur 65, contre seulement 7 auparavant. Cette avancée démocratique sans précédent va témoigner de la ferme volonté politique, voir les femmes jouer un rôle clé dans la prise de décision, en ligne avec l'engagement continu de la première dame pour la cause féminine. Au niveau ministériel, le nombre des femmes ministres triple, passant de 2 à 6 dans le gouvernement. Un record pour Djibouti et une preuve de la bonne gouvernance du président de la République. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, sous la présidence de Mme Khadra Mohamed Haïd, va jouer un rôle crucial de cette transformation. Le porte-voix national en faveur de la cause des femmes a toujours contribué activement à la métamorphose du statut de la place des femmes djiboutiennes. De son côté, la première dame ne ménagera aucun effort pour promouvoir la promotion, la protection et le développement et la transformation des femmes à travers des actions sociales élargies. Des programmes de développement et assistance sociale se sont multipliés, incluant l'alphabétisation, l'éducation des jeunes filles, la formation professionnelle et la lutte contre les violences faites aux femmes. L'UNFD, au fil des années, est devenu un organe incontournable de mobilisation et de dialogue social.
Aujourd'hui, grâce aux efforts concertés du président de la République et de la première dame, la femme djiboutienne occupe toutes les fonctions égalant les hommes. Elles sont officiers, pilotes, ambassadrices, juristes, médecins et chefs d'entreprise. La République de Djibouti s'engage résolument vers l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 5 sur l'égalité des sexes. Au fil des années, il est clair que la femme djiboutienne est devenue un pilier du développement national. Aujourd'hui, reflétant la société djiboutienne et en pleine mutation, et prête à affronter les défis du XXIe siècle avec un optimisme renouvelé, une détermination inébranlable. Dans la journée du mercredi 7 août 2024, que le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne a abrité une cérémonie de clôture d'une formation sur le thème de la gestion de la sécurité à bord des navires. La cérémonie présidée par le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte, s'est déroulée en présence de M. Kado, représentant adjoint de l'agence japonaise de coopération internationale à Djibouti, le vice-amiral Kagami, chef d'équipe de l'association japonaise de la sécurité maritime, ainsi que des officiers de la garde-côte djiboutienne. Cette formation portait essentiellement sur le renforcement des savoir-faire et des compétences sur les techniques de matelotage, de lutte contre l'incendie, de remorquage et les techniques de sauvetage en mer. Dans une allocution annoncée à cette occasion, le colonel Waïs Omar Bogoré a particulièrement rappelé que cette formation a été menée par des instructeurs de la garde-côte djiboutienne qui ont transmis leurs connaissances et à leurs collègues. Il a aussi tenu à remercier la JICAR et la JAMS pour leur soutien et leur précieuse intervention dans la réussite de cette formation. On écoute un extrait de l'intervention du représentant adjoint de la JICAR qui a indiqué, qui a exprimé sa satisfaction dans l'excellence du partenariat entre la JICAR et la garde-côte djiboutienne. C'est un réel plaisir pour moi de prendre part à la cérémonie de clôture de formation dispensée par les membres de JAMS dans le cadre du projet de coopération phase 3. Ces formations sont en effet la suite de formations organisées auparavant. Elles permettront de mieux préparer les équipements différents d'intervention de la garde-côte djiboutienne dans ses activités de sécurité maritime. C'est dans cette optique que les formations préparent de courses techniques importantes et adaptées aux besoins que vous permettront ainsi de mieux répondre aux situations de détresse en mer. Durant la formation, les experts de JAMS ont beaucoup mis l'accent sur l'importance de précautions à prendre pour éviter les actions en mer et également sur la bonne gestion du navire. Voici les propos du colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte djiboutienne. Un immense plaisir pour moi de participer avec vous à la cérémonie de clôture de cette formation sur la gestion de la sécurité à bord des navires, dispensée aux profits membres de la garde-côte djiboutienne par les JAMS et par les Japon en général et des JICA. La formation de nos personnels est une priorité au sein de notre institution et ces différentes formations de qualité vont leur permettre de renforcer leur savoir-faire et leurs compétences sur les techniques de remorquage, matelotage et lutte contre les incendies. Cette formation a un caractère spécial car elle permet aux instructeurs ici de la garde-côte djiboutienne de dispenser leur savoir-faire et leurs connaissances acquis dans cette formation par leurs collègues
sous la supervision des experts de l'Association japonaise de sécurité et sûreté maritime. J'ai saisi cette occasion pour renouveler notre gratitude et notre reconnaissance au gouvernement et au grand peuple du Japon pour leur soutien constant et leur foi inébranlable en l'action de notre institution pour sécuriser le domaine maritime djiboutien et celui de la région. Je tiens aussi à remercier le bureau de la JICA à Djibouti pour leur présence à nos côtés depuis la mise en place depuis 2010. Ce samedi 10 août 2024, alors que Paris se remet doucement de ses festivités olympiques, Ibrahim Hassan a tracé sa route avec une ténacité à toute épreuve. Le marathonien djiboutien, méconnu du grand public mais redouté par ses adversaires, a signé un joli coup d'éclat dans ce marathon olympique. La boucle infernale Paris-Versailles-Paris avec un chrono de 2h09 minutes et 31 secondes. Hassan n'a pas pu rafler l'or, mais il a prouvé que Djibouti avait plus d'un tour dans son sac, ou plutôt dans ses baskets. Le roi du bitume, ce jour-là, c'était l'Éthiopien Temeret Tola qui, comme un métronome suisse, a mis tout le monde d'accord en 2h06 minutes, explosant au passage le record olympique. Derrière lui, Abdi Bachir, le Belge, aux racines africaines, a pris l'argent, tandis que le Kenyan Benson Kipruto s'est contenté du bronze. Et notre Ibrahim, dans tout ça, il n'a pas démérité, loin de là. Sur les 42 995 km, il a tenu tête au teneur de la discipline, se faufilant avec élégance parmi les grands de ce monde. Ibrahim a su par la seule force de ses mollets et de son moral d'acier faire honneur à la nation. Ibrahim Hassan a planté un drapeau, pas sur la lune, mais au corps même du sport mondial. Il a montré que même sous les trompes d'eau parisiennes, un marathonien djiboutien peut tenir tête aux Éthiopiens, les Kenyans et autres vedettes de ce bitume. Sport toujours, mais à Djibouti, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, l'association des jeunes de Guilori a conclu ses activités sportives estivales dans une ambiance festive marquée par une finale de football mémorable. Après une averse bienvenue, c'est sous un ciel clément que la rencontre s'est déroulée, attirant une foule enthousiaste composée de nombreux invités. Un événement qui a rassemblé plusieurs personnalités influentes, dont le directeur des régions du SOS, accompagné de sa délégation, ainsi que plusieurs dignitaires du village. Leur présence a souligné l'importance accordée à ce tournoi qui, au fil des années, est devenu un rendez-vous incontournable pour la communauté de Guilori. Le match âprement disputé a tenu en haleine les spectateurs jusqu'au coup de sifflet final. Le suspense et l'intensité du jeu ont fait vibrer le public qui n'a cessé d'encourager les équipes. Finalement, c'est dans une ambiance de liesse que les trophées ont été remis aux acteurs les plus méritants de ce tournoi, récompensant leur engagement et leur talent. En marge de cette compétition, la délégation du SES a été accueillie par les chefs du village. Ces derniers ont profité de l'occasion pour faire part de plusieurs doléances, en particulier concernant les infrastructures sportives. Merci Hatem. Nous sommes ici à Guilori, une localité située au nord-ouest des Tadjoura. Nous sommes ici pour clôturer les événements, les activités sportives de l'été. Comme vous le savez, nous avons pratiquement sillonné toutes les régions, les localités de Djibouti. Et actuellement, nous sommes à Guilori pour une finale de football entre des meilleures équipes de la localité. Tout au long de notre tournée, nous avons constaté, nous avons été servis, que ce soit au niveau du talent, au niveau du spectacle. Plusieurs activités ont été présentées et je remercie tous ceux qui ont collaboré avec nous de près ou de loin, que ce soit les autorités locales, les bénévoles et surtout les partenaires. Ici, nous avons comme objectif de développer les sports dans les régions et dans les localités. Nous avons aussi comme mission d'épanouir la jeunesse, surtout en cette période des vacances, et enfin profiter aussi de détecter les jeunes talents. Comme vous le savez, les régions ont plusieurs talents. Et enfin, nous terminons sur une note positive. Toutes les activités ont été réalisées avec succès. Et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une édition nouvelle avec plus d'ambition.
Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans le titre, des milliers de Palestiniens de Khan Younes, la deuxième plus grande ville de la bande de Gaza, ont été contraints de fuir leur maison après que l'armée israélienne a ordonné une nouvelle évacuation massive. Depuis des mois, cette zone est régulièrement ciblée par des frappes aériennes et des opérations terrestres, augmentant la pression sur les habitants. L'armée israélienne a justifié ces nouvelles évacuations en annonçant qu'elle prévoit de lancer des opérations en réponse aux tirs de roquettes en provenance de Gaza. Cependant, pour les habitants sur le terrain, l'insécurité est devenue un quotidien insoutenable. Ghazi Abou Dakar, qui a déjà été déplacé à plusieurs reprises, témoigne de la situation dramatique. Nous avons maintenant été déplacés 4 fois. Chaque jour, il y a la guerre, chaque jour, et des missiles nous frappent. Il n'y a pas d'endroit sûr dans la région orientale. Nous sommes déplacés dans les rues et nous ne savons pas où aller. Selon les autorités locales, le conflit en cours a déjà coûté la vie à près de 40 000 Palestiniens. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.